Très bien, Alexander. Parlons de ce qui se passe avec le projet Ukraine. Hier soir, la Russie a lancé une importante frappe de missiles contre l'Ukraine. L'Ukraine n'avait pas de défense aérienne. J'imagine donc que les Russes ont touché toutes les cibles qu'ils voulaient frapper. Il y a aussi une situation politique en Ukraine, avec de nouvelles intrigues de palais. Fedorov, l'ancien ministre de la Défense, appelle à des élections. Zelensky limoge un haut conseiller à cause d'un scandale de corruption, l'opération Forrest Gump. Je n'invente pas ce nom, c'est bien ainsi que s'appelle l'enquête. Cela est lié à Firepoint et au scandale énergétique des toilettes en or qui a éclaté il y a environ 6 ou 9 mois. Donc tout cela est lié. Et une fois de plus, on voit Zelensky limoger des proches collaborateurs de haut rang. Et la situation sur la ligne de front continue d'aller de mal en pis. Nous avons désormais des analystes ukrainiens, des analystes militaires et des cartographes qui reconnaissent que Dobropilya semble sur le point de tomber. Eh bien, je pense que vous avez extrêmement bien résumé l'ensemble de la situation. Il y a maintenant plusieurs choses à dire. Premièrement, la frappe que nous venons de voir, menée contre Kiev et d'autres endroits en Ukraine, est une nouvelle frappe massive. Elle implique plusieurs missiles balistiques, apparemment une douzaine de missiles de croisière hypersoniques Zircon, ainsi que des drones à propulsion par réaction, qui semblent de plus en plus remplacer, du côté russe, les anciens drones à turbopropulseurs. Comme vous le dites tout à fait justement, il n'y a aucune défense contre ces attaques. Il n'y a pas de défense aérienne digne de ce nom. There's no air defense to speak of. I don't think the Ukrainians are even able to bring down. Je ne pense même pas que les Ukrainiens soient capables d'abattre les drones à réaction, parce que ces drones évoluent désormais vers quelque chose qui ressemble beaucoup à des missiles de croisière. Ils deviennent une sorte de missile de croisière bon marché qui est en fait guidé, du moins dans certains cas, par des opérateurs en Russie. L'Ukraine est donc totalement exposée. Et ce n'est pas tout. Nous avons aussi, comme nous l'avons évoqué dans de nombreuses émissions, le blocus des ports ukrainiens de la mer Noire. Il y a eu des attaques contre les stations-service et les locomotives. Résultat, l'Ukraine ne peut pas exporter. Et il y a eu une réunion en Ukraine, à Kiev, du Parlement ukrainien qui a été rappelée après ses vacances d'été. Et il y a eu beaucoup de discussions et de débats sur la situation du pays. Le Parlement lui-même, il faut le dire, est une institution profondément dysfonctionnelle en Ukraine. Il ne joue pas un rôle majeur dans la politique ukrainienne. Et la plupart de ceux qui y siègent sont, disons, des individus ambitieux et intéressés, qui ne sont probablement pas si différents à certains égards du genre de personnes qui peuplent aujourd'hui les parlements européens. Mais ils ne sont pas très responsables, quoi qu'il en soit. Pourtant, même eux étaient obligés de reconnaître la réalité. L'économie est en chute libre, la production agricole s'effondre parce que les agriculteurs ne peuvent pas exporter. Ils ne peuvent pas obtenir d'engrais. Il y a des pénuries de gazole. L'agriculture était autrefois l'un des piliers de l'économie ukrainienne. Elle représentait quelque chose comme la moitié des recettes d'exportation de l'Ukraine. Tout cela a disparu. L'industrie métallurgique, l'industrie du fer et de l'acier, traversent une crise similaire. Elle non plus ne peut plus exporter. L'Union européenne impose désormais des restrictions sur les importations d'acier ukrainien et de produits de ce type, afin de protéger les industries européennes. Mais bien sûr, tout cela est superflu, car les industries elles-mêmes sont en train d'être détruites par les Russes. Et la plus grande aciérie d'Ukraine à Kryvyi Rog a été très lourdement endommagée. Certains disent qu'elle est, pour l'essentiel, hors service. Vous avez donc une crise économique massive et une crise massive de la défense aérienne. A massive air defense crisis. You're absolutely correct in saying that the situation
Vous avez tout à fait raison de dire que la situation sur la ligne de front pour l'Ukraine se dégrade. Dobropilla semble sur le point de tomber. Orikhiv, dans le sud, peut-être pas aussi vite, mais elle aussi va tomber assez bientôt. C'est la crise dans le Donbass. Les Russes gagnent de plus en plus de territoires dans le nord-est de l'Ukraine. Donc tout se désagrège en même temps. Et bien sûr, politiquement, cela se manifeste par des querelles de plus en plus nombreuses et de plus en plus intenses à Kiev. Au final, cela ne signifie pas grand-chose, parce qu'aucune des parties à ces querelles politiques n'a de véritable plan ni d'idée sur ce qu'il faut faire pour l'avenir de l'Ukraine. Donc, des enquêtes ont été ouvertes contre des collaborateurs de Zelensky. Il vient tout juste de devoir se séparer de la directrice adjointe de son administration présidentielle. Son bureau et ses domiciles viennent d'être perquisitionnés par le NABU, l'agence anticorruption. Comme vous l'avez dit, l'opération Forrest Gump et tout ça. L'ancien ministre de la Défense que Zelensky a limogé il y a quelques semaines, Fedorov, réclame désormais des élections présidentielles et laisse très fortement entendre qu'il veut se présenter. Cependant, des informations venues de Londres indiquent que le gouvernement britannique continue de soutenir Zelensky. L'État profond britannique continue de soutenir Zelensky. Certaines personnes en Grande-Bretagne préféreraient peut-être voir Zaluzhny prendre le pouvoir, mais, pour le moment du moins, elles restent aux côtés de Zelensky, car elles craignent que si Zelensky part, la crise politique à Kiev ne devienne incontrôlable. Il n'a aucune intention de partir. Il est déterminé à rester. Eh bien, il y a eu un article dans le Financial Times qui, je veux dire, l'a dit franchement et sans gêne. Quelles que soient les recettes que l'Ukraine perd à cause de ses exportations, quoi qu'il arrive à son économie intérieure. En gros, pour des gens comme Zelensky et ceux qui l'entourent, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que l'Union européenne viendra simplement donner de l'argent pour combler la différence. Nous avons donc aujourd'hui un petit groupe de personnes à Kiev qui s'accrochent au pouvoir, qui reçoivent des flux d'argent sans fin de l'Europe et de l'Occident, et qui sont parfaitement heureux de continuer la guerre. Mais ils se livrent entre eux à des querelles toujours plus féroces, qui au fond, comme nous l'avons évoqué dans des émissions précédentes, visent en réalité à se rapprocher des flux d'argent, alors même que tout le reste s'effondre autour d'eux. Voilà la situation en Ukraine aujourd'hui. Oui, c'est exactement ce que nous décrivions dans notre analyse il y a 6 mois, voire il y a 1 an. 6 mois? Il y a des années? Oui, il y a des années. Il y a 2 ans, je crois, vous avez commencé à parler de cette arnaque. En réalité, d'une certaine façon, vous faisiez déjà des émissions là-dessus, bien avant. Mais je crois que ça n'a jamais été aussi évident qu'aujourd'hui. Non, allez-y. Non, je veux dire, c'est ce que je dirais. J'allais justement dire que c'est encore plus évident maintenant. Et vous avez raison, à 100%. Parce que toutes les autres parties encore fonctionnelles de l'économie, l'agriculture, l'acier, sont désormais en train d'être démantelées par la Russie. Donc, la seule chose qui reste à toutes ces élites et à ces oligarques en Ukraine, disons qu'il y a maintenant 3 structures de pouvoir que je vois se former. Zelensky, qui est la principale structure de pouvoir. Il y a quelque chose autour de Zaluzhny, peut-être Zaluzhny, Poroshenko, Klitschko. Il y a cette sorte de faction. Et puis il y a cette nouvelle faction de la haute technologie, la faction des Tech Bros, dont Fedorov est la figure de proue. Ces factions rivales se battent pour ce qui reste essentiellement de l'Ukraine, de l'économie ukrainienne, le secteur militaire et l'argent de l'Union européenne. Tout est lié. Les caisses noires de l'Union européenne et le secteur militaire. Donc il n'y a plus l'agriculture, il n'y a plus l'acier, tout ça a disparu. Alors ils se battent tous pour ça, pour le flux d'argent restant.
C'est tout. Je veux dire, on parle même maintenant, vous savez, de la crainte d'un exode massif des habitants des villes, de Kiev et des autres villes, cet hiver, parce que le système énergétique est proche de l'effondrement. La production d'énergie ne représenterait apparemment plus qu'un cinquième de ce qu'elle était avant le début de l'opération militaire spéciale. Le système énergétique n'a jamais été entièrement remis en état après les frappes de missiles russes, et celles-ci ne font que s'intensifier. On s'attend à ce que ce soit le pire hiver de tous les temps. Et apparemment, les magasins de Kiev commencent maintenant à manquer de toutes sortes de biens de consommation, de denrées alimentaires, de choses de ce genre. Mais il y a ce petit groupe de personnes à Kiev. Elles se maintiennent parce qu'elles ont encore le soutien de brigades ultranationalistes, très bien financées, comme Azov, Haïdar et toutes les autres. Elles ont aussi le soutien des services de sécurité, le SBU, et de gens de ce genre, qui sont désormais dirigés apparemment par des personnes extrêmement impitoyables, lesquelles font bien sûr elles-mêmes partie de cette structure. Je pense que vous avez décrit les trois factions avec une précision absolue. En réalité, maintenant, il s'agit simplement d'argent. Il n'y a aucun objectif idéologique. Il n'y a aucune conception de la souveraineté de l'Ukraine, de son indépendance vis-à-vis de la Russie, ni de quoi que ce soit de ce genre. Quant au groupe interne qui dirige Kiev, il est satisfait tant que l'argent continue d'affluer. Si l'argent s'arrête, ils feront leurs valises et partiront. Les ultranationalistes, eux, voudront sans doute rester, ou du moins certains d'entre eux. Et un jour, il pourrait y avoir un règlement de compte entre ces deux groupes. Mais pour l'instant, les ultranationalistes contribuent à maintenir le système à flot, tout comme certaines agences de sécurité intérieure, en particulier le SBU. Et c'est cela qui fait tenir l'ensemble. C'est cela que les contribuables occidentaux, que l'argent des contribuables européens soutiennent aujourd'hui en Ukraine. Et la majeure partie de cette aide continue de soutenir le régime Zelensky. Enfin, c'est la faction dominante, non? Oui. Et les nationalistes, les bandéristes, restent derrière le régime Zelensky. Tant que l'argent pourra continuer d'affluer vers Zelensky, tant qu'il pourra partir en tournée pour vendre, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, voyager partout en cherchant de l'argent, alors ils continueront à le soutenir. Exactement. Et il leur accorde quelques petites choses qui sont très choquantes dans le monde russe, mais qui enfin ont tout à fait du sens. Il veut le soutien d'Azov, donc il fait venir des gens comme Konovalets, et quel que soit son nom, Melnik, et il les réénume. C'est choquant pour la Pologne aussi. Choquant pour la Pologne aussi. Mais le fait est qu'il a besoin d'Azov, il a besoin d'Haïdar, il a besoin du soutien de ces gens-là. Donc il penche de leur côté. Et, en même temps, l'Union européenne continue de le soutenir. Elle détourne le regard. Pour elle, maintenir le projet Ukraine en état de marche et le faire avancer est évidemment devenu son impératif majeur. On pourrait presque dire que ce n'est pas seulement son impératif majeur, c'est désormais devenu presque sa raison d'être. Oui. Comment la Pologne va-t-elle gérer ces types-là? Ces types que vous voyez Zelensky ménager, parce qu'il a besoin de leur soutien. Je me demande simplement si une fois que tout sera terminé, la Pologne ne devra pas faire face au pire. Eh bien oui, absolument. La Pologne est une société très intéressante, très complexe. Comme je l'ai soutenu à de nombreux endroits et à de nombreuses reprises, elle est très loin d'être le bloc monolithique que les gens imaginent. Il y a donc des Polonais à sensibilité nationaliste qui sont absolument furieux de cette situation et qui sont écœurés par le projet ukrainien. Ils comprennent parfaitement que la Pologne est utilisée. Ils voient que c'est extrêmement dangereux.
Je pense que cela résume assez bien d'ailleurs l'attitude de quelqu'un comme Nawrocki, le président polonais. Mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes dans le système politique polonais qui partagent ces opinions. Il y a Donald Tusk et les Européens. Donald Tusk fait bien davantage partie du système européen que quelqu'un qui a de profondes racines en Pologne ou au sein de la société polonaise. Il veut maintenir le projet Ukraine parce que, comme je l'ai dit, cela fait partie de ce qu'il est. Il fait partie de tout ce dispositif pour lequel maintenir le projet Ukraine est la priorité absolue, la priorité numéro 1. Et bien sûr, il est Premier ministre. Il dispose encore d'un certain degré de pouvoir, enfin, de tous les pouvoirs qui découlent de cette fonction. Et l'Union européenne le soutient. Et puis en Pologne, il y a beaucoup d'autres personnes aux opinions très diverses. La gauche est très divisée. Une partie de cette gauche, probablement sa composante dominante, est également européiste et soutient les politiques européennes. Mais il reste ce qu'on pourrait appeler les vestiges de l'ancienne gauche. Elle existe toujours, et elle est elle aussi profondément hostile au projet ukrainien. Donc tout cela accentue également les divisions au sein de la société polonaise. Même pour quelqu'un comme Tusk, ses enterrements et ses commémorations de personnes terribles qui ont lieu en Ukraine sont extraordinairement difficiles à justifier. Et on a constamment le sentiment que lui, en particulier, veut changer de sujet. Quand il s'agit de l'Ukraine, il préfère parler d'autre chose, des drones russes, de l'ingérence russe dans la politique polonaise, ce genre de choses. Tusk est en train de perdre pied. Il essaie de faire tourner ça à son avantage, mais il n'y arrive pas. Il sait qu'il n'y arrive pas. C'est impossible à présenter autrement. Quel est l'objectif de la Russie dans tout ça? Qu'est-ce qu'elle cherche à faire maintenant? Enfin, il démantèle l'économie ukrainienne, étape par étape. Il la met en pièces. L'avancée continue sur la ligne de front, je pense, conformément au plan de bataille que Gerasimov et l'état-major ont élaboré. Poutine parle de l'économie russe. Hier, il a prononcé un discours sur l'état de l'économie russe, ce qui était intéressant. Il y a aussi des rumeurs sur le limogeage du gouverneur de la Banque centrale russe. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui. Et certains médias de l'Occident collectif essayent de dire que ce limogeage prouve que l'économie russe ne va pas bien. Non, oui. Que pensez-vous de tout ce qui se passe en Russie? Et selon vous, que cherche maintenant à faire le Kremlin concernant le conflit? Je veux dire, si je peux parler de ce licenciement, la personne dont il parle est un homme nommé Klepash, dont je me souviens très bien. Il a été très important dans la politique économique russe durant la première décennie du règne de Poutine. Et on le considérait toujours comme étant très clairement à l'extrémité très libérale de la politique russe, des politiques gouvernementales et de l'économie. C'était absolument quelqu'un qui tenait à soutenir l'intégration de la Russie à l'Occident. Il a d'ailleurs quitté le service de l'État en 2014, puis il est allé travailler pour une grande entreprise publique. J'ai oublié laquelle. Et assez récemment, il a fait ses commentaires lors d'une réunion avec d'autres chefs d'entreprise. Ils ont inévitablement été rapportés. Et l'entité pour laquelle il travaillait a simplement déclaré « Vous savez, c'est bas ce que norme ». Et ils l'ont licencié. Et son idée de base, c'était que la Russie survivra. L'économie russe ne va pas s'effondrer ni rien de ce genre. Mais les tensions sociales s'accentuent et la Russie prend du retard sur le plan technologique parce qu'elle n'a pas accès aux flux technologiques et scientifiques venant de l'Ouest. C'est tout à fait le genre de discours que, comme je l'ai dit, je me souviens avoir entendu de la part de gens comme lui durant la première décennie du pouvoir de Poutine,
quand des gens de ce type étaient très dominants. Je pense que ce diagnostic est entièrement erroné. Je pense que les faits racontent une histoire complètement différente. Si l'on compare le niveau de sophistication technologique de la société russe à celui de l'Europe, je dirais que les Russes sont en fait en avance aujourd'hui et non en retard. Mais quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'il y ait là grand-chose. C'est une histoire que les médias occidentaux ont montée en épingle. Vous savez, ils cherchent toujours le moindre signe qu'une crise majeure se profile à l'horizon en Russie. Nous en avons débattu à de nombreuses reprises. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que Nabiullina, à la Banque centrale, a légèrement assoupli la politique monétaire au cours des dernières semaines. Le résultat, c'est un retour à la croissance. Pas un retour très vigoureux, mais clairement un retour à la croissance. Et cette réunion, présidée par Poutine, au cours de laquelle il a prononcé ce discours, est intéressante. Elle trace les prochaines évolutions de l'économie russe. Mais je pense que nous pourrons en parler dans une autre émission. Cela exige bien davantage de discussion que ce que je suis prêt à faire ici. Maintenant, très rapidement, est-ce que quelque chose dans les déclarations de Poutine sur l'économie vous a surpris? Ou bien est-ce que tout était plus ou moins Non, elles ne m'ont pas surpris. Mais je dirais ceci en me concentrant sur la dimension politique de tout ça. En fait, pour revenir à la question de la forteresse Russie, il s'agit de souveraineté. Il s'agit d'un vaste programme d'investissement destiné, en substance, à orienter la Russie, à la réorienter encore davantage loin de l'Occident. Il s'agit désormais entièrement de rechercher la souveraineté économique et technologique. Donc, vous savez, construire des industries de puces électroniques, développer une IA nationale, faire avancer les industries aérospatiales qui reçoivent beaucoup d'argent, ce genre de choses. Poutine ne s'attend donc clairement pas à une levée des sanctions. Il dit « oublions les sanctions. Rendons notre économie moins tournée vers les exportations. Développons-la en interne, autour des industries russes et des consommateurs russes. » C'est donc un changement assez important, SM4, d'orientation économique. Et à ce que je vois, toutes les grandes figures, les gens qui comptent vraiment dans l'économie aujourd'hui, Siluanov, Nabiullina, tous, ils sont là. Et autant que je puisse en juger, ils soutiennent essentiellement ce projet. Donc voilà, c'est un projet majeur, c'est quelque chose de long et de compliqué. Mais vous m'avez demandé quel était le plan russe pour l'Ukraine. Et c'est la grande question. À mes yeux, c'est ce qui plane désormais sur toute cette situation. Parce que, objectivement, tout le monde peut voir que les Russes ont gagné la guerre sur le plan militaire. Comme vous l'avez souligné dans plusieurs émissions, ils ont vaincu l'armée ukrainienne, qui est en train de s'effondrer. L'économie ukrainienne est en train de s'effondrer. Ils dominent totalement le ciel, et cette domination devrait encore s'accroître. Les attaques ukrainiennes à l'intérieur de la Russie, dont Poutine a parlé lors de cette réunion, font mal et causent des dégâts, mais elles n'ont pas d'effet sur l'économie dans son ensemble. Un article du Guardian, en Grande-Bretagne, affirmait que l'économie russe dépendait désormais d'essence importée. Toute cette histoire reposait sur le fait qu'un seul pétrolier chargé d'essence était arrivé en Russie depuis l'Inde. Et nous avons évoqué, il y a des semaines, les circonstances dans lesquelles cela s'était produit. Donc, les Russes ont gagné la guerre économique et la guerre dans le ciel. Et ils sont en train de gagner la guerre sur les champs de bataille. Mais que vont-ils faire? Quel est leur plan ultime pour l'Ukraine? Vont-ils s'arrêter au Donbass, à Zaporizhia et à Kherson et laisser au pouvoir à Kiev ce gouvernement profondément dysfonctionnel et au bout du compte extrêmement dangereux? J'ai beaucoup de mal à le croire. Personnellement, je trouve cela impossible à croire. Vont-ils étendre davantage la guerre
pour y inclure d'autres territoires? Vont-ils s'en prendre à Odessa? Personnellement, je pense que c'est une certitude. Mais ils ne l'ont pas annoncé officiellement. Vont-ils s'en prendre à Odessa? Vont-ils s'en prendre à Kiev? Vont-ils prendre le contrôle de toute l'Ukraine de la rive gauche? Autrement dit, l'Ukraine à l'est du Dniepr? Et s'ils le font, que vont-ils faire de l'Ukraine occidentale? Je veux dire, il y a beaucoup d'incertitudes dans tout cela. Or, certaines informations laissent entendre que Poutine va prononcer très prochainement un très grand discours et que des annonces importantes y seront faites, importantes pour l'Occident lui-même. C'est un discours qui, si je comprends bien, sera principalement présenté comme s'adressant aux Asiatiques, aux économies asiatiques, aux nouveaux pays que la Russie considère aujourd'hui comme ses partenaires économiques. Mais, comme je l'ai dit, il semble bien qu'il y aura des annonces majeures. Ces annonces auront-elles une portée économique? Est-ce purement économique? Ou bien seront-ce des annonces qui nous diront ce qui se passe? Quel est le plan pour l'Ukraine? Et là, je dirais que je soupçonne les Russes eux-mêmes d'être encore en train d'essayer de le déterminer. Vous avez des gens comme Medvedev qui poussent clairement en faveur de l'occupation de l'ensemble de l'Ukraine. Il le soutient sans aucun doute. Je veux dire, il l'a dit très clairement. Il soutient sans aucun doute un changement de régime à Kiev. Mais je pense que l'objectif de Medvedev, c'est le suivant. L'aide de l'Ukraine revient à la Russie. Le sud de l'Ukraine, la côte de la mer Noire, reviennent à la Russie. Odessa, bien sûr, et toute la région de Kharkov. Tous ces territoires deviennent russes. Il reste un État ukrainien réduit, dirigé depuis Kiev par un gouvernement pro-russe. Mais ce n'est qu'une transition, jusqu'à ce que l'Ukraine tout entière soit finalement réunie à la Russie. Voilà, je pense en résumé, l'objectif que Medvedev défend. Ce que pense Poutine lui-même, je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'il y a des gens dans les ministères économiques qui disent « Arrêtons-nous au Donbass, à Zaporojie et à Kherson, et voyons si nous pouvons encore conclure un accord avec les Américains ». Est-ce que ce courant existe toujours et a encore de l'influence? Je ne sais pas. En fait, je serais surpris qu'il n'y ait personne en Russie pour défendre cette idée. J'imagine que certains le font. Et vous savez, il peut y avoir toutes sortes de positions intermédiaires. Et comme nous le savons, l'une des choses que Poutine essaye de faire, c'est de pousser les Polonais à le débarrasser du problème de l'Ukraine occidentale en la prenant à sa place. Autrement dit, il invite les Polonais, les Roumains et les Hongrois à s'emparer de ces parties de l'Ukraine occidentale que Staline a annexées après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il dit que ce sont leurs territoires historiques. Cela dit, ce genre de langage de la part de Poutine me laisse penser qu'il envisage bel et bien que l'essentiel de l'Ukraine proprement dite soit réabsorbé par la Russie. Un retour, si vous voulez, aux frontières de 1934, ou plutôt, devrais-je dire, de 1939, les frontières originelles de la Russie tsariste, au-delà desquelles, je pense, Poutine considère que Staline et les Soviétiques ont eu tort de s'étendre. Quoi qu'il en soit, on verra. Je veux dire, comme je le dis, c'est très compliqué. Mais jusqu'à présent, les Russes ne nous ont donné aucune indication claire sur ce qu'ils prévoient. Et bien sûr, à certains égards, c'est très compliqué, parce que l'ouest de l'Ukraine est une région nationaliste, comme nous le savons, et les Russes, s'ils devaient s'y rendre, rencontreraient probablement beaucoup de résistance. Mais, vu l'état actuel de l'Ukraine, alors qu'une grande partie de la population est partie, que la plupart des gens qui semblent encore s'y trouver sont aujourd'hui à l'âge de la retraite, que l'économie est en plein effondrement, une fois l'armée vaincue et Kiev tombé, quelle résistance organisée sérieuse peut-il y avoir, de manière réaliste?
realistically is there going to be? Oui, d'accord. En réalité, l'effondrement démographique de l'Ukraine dure depuis 30 ans. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Absolument. Ils avaient autrefois une population d'environ 50 millions d'habitants. Et aujourd'hui, certains rapports l'estiment à, disons, 25 millions, si tant est qu'elle atteigne ce chiffre. Oui, Alors, nous verrons comment tout cela va évoluer. C'est certain, la Russie est en train de démanteler l'économie ukrainienne en ce moment. absolument. Nous le faisons très efficacement, progressivement, mais efficacement. Très bien. Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. theduran.locals.com. Nous sommes sur X, sur Rumble, sur Telegram, nous sommes aussi sur Substack. Allez sur la boutique Duran, prenez quelques produits dérivés. Les liens sont dans la description, juste en dessous. Prenez soin de vous.